Bonsoir. La seule façon que j'ai trouvé de pogner du suntan aujourd'hui, Germain, c'est de mettre le spotlight qui est là un peu plus proche, tu sais, Ouais. pour que ça marche. Sinon, il existe des studios de bronzage. Ah non, c'est celui-là qui éclaire plus fort. Ouais. Ouais, j'aurais pu le diminuer. Ouais, faudrait que je le diminue un peu. Pour la semaine prochaine. Ouais, on peut le baisser. Bon. Toute la technique est disponible. On laisse Là- les gens arriver. Il y a 25 personnes. Excusez-moi 2 secondes. Bon, ben pendant que tu vas être parti, je vais y aller tout de suite avec la question quiz et espérer que tu ne brises rien. Alors, la question quiz, c'est quel est le prénom du garagiste dans les annonces de Honda avec Martin Matt? Donc, pendant que notre technicien s'affaire à réparer l'éclairage, Oui, et ça n'a pas marché vraiment, je pense finalement. pas, non. Léger. Donc, Bonjour tout le monde. on répète la question. Donc, le prénom du garagiste dans les annonces de Honda avec Martin Matt. Moi, je le sais. Ben, j'espère. Je le sais. C'est de Germain Chaud, dit Paul. Ah, Alors, oui. salutations à Paul, salutations à Martin qui est avec nous. Il y a plein de monde qui embarque. Bon, fait que ta question est posée, Germain, et tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet parce que, écoute, Détroit est allé d'un communiqué aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on nous a dévoilé officiellement qu'il y aurait un salon de Détroit en 2022. Oui, ça me fait toujours un peu, pas rire, mais on commence à être habitué d'avoir l'annonce d'un événement, puis 3 mois Puis ça après, arrive pas. l'annonce du report de l'événement, puis 3 mois après, l'annonce de l'annulation Ouais, de l'événement. exactement. Pas qu'on devient un peu là pessimiste, mais je pense qu'on est tout simplement réaliste. Là, on nous a annoncé les dates pour septembre 2022. Ouais. Donc, du 14 au 25 septembre 2022. On ne sait pas si les enfants du Québec vont pouvoir aller à l'école la semaine prochaine, mais on sait qu'en septembre 2022, on va pouvoir aller au Salon de l'Auto de Détroit, n'est-ce pas? Fantastique. Oui, mais là, Arruda est en partie, la COVID, c'est fini. Ouais, je pense qu'on peut, on peut y donner le dos aussi large qu'on veut. Là. Ah ouais, hein? Ouais, non, c'est ça. Pas tant que ça. C'est Bon. c'est un bouc émissaire, mais peut-être pas le bouc émissaire de tout non plus. Là. Mais alors oui, il y aura un salon de l'auto de Détroit. On dirait que j'y crois pas. Écoute, Je moi, le souhaite, là. On s'entend, je le souhaite. moi, je rappelle Ça fait que... longtemps qu'il n'y en a pas eu de salon de Détroit. C'était 2019, la dernière année, parce que 2020, c'était supposé être à l'été, parce qu'on avait décalé ça. Donc, pas de salon 2020, pas de salon 2021. Puis là, il y en aura un en septembre. Bon, l'histoire du salon de Détroit, c'est que pour la première fois, on avait pris la décision de repousser le salon qui traditionnellement était en janvier. Juste avant celui du salon de l'auto de Montréal. Oui, exactement. Et on avait décidé de repousser ça en juin. Évidemment, la pandémie est arrivée, ça n'a jamais eu lieu et on connaît la suite. Et ça changeait de place en plus. Et ça avait changé de nom, ils appelaient ça le Motorama, puis bon. Là, Motorbella, pardon. Et là, on va donner le nom qu'on veut. C'est ça. Mais là, on ramène ça au Cobo Hall et ça serait au mois de septembre. J'ai vraiment hâte de voir si ça va avoir lieu. L'idée de faire ça en septembre n'est pas bête parce que pour bien des manufacturiers, c'est le 1er septembre, ça marque quand même une période un moment de transition. Ouais. Donc, on a déjà des nouveautés intéressantes rendues en septembre. Là, on a quelque chose à présenter. On peut penser au Salon de l'Auto de Los Angeles, qui lui est en novembre, donc un petit peu plus tard. Ouais. On a toujours des choses intéressantes là parce que on présente les véhicules de l'année suivante. Donc, c'est sûr qu'en étant en début d'année, en janvier, on était peut-être un petit peu désavantagé par rapport au calendrier contemporain. Ouais. Mais là, en septembre, c'est pas une mauvaise date. Là. Et un des éléments qui nuisait peut-être au Salon de l'Auto de Détroit, qui était en janvier, ben, c'était qu'il était en janvier aussi, là, à cause du climat, c'était pas nécessairement facile d'accéder au salon à Détroit en janvier. Puis oui, comme tu l'as mentionné, le CES a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années et volait la vedette au Salon de l'Auto de Détroit. Moi, j'ai hâte de voir un Salon de l'Auto de Détroit à une température clémente.
puis de visiter ça, parce que j'ai été habitué. Moi, j'ai visité le Salon de Détroit de 1997 à 2019 sans en manquer un. Et depuis ce temps-là, bon, évidemment, il n'y a rien eu, mais ça a toujours été en hiver. Et il fait un froid sibérien sur le bord du canal qui sépare Windsor de Détroit. C'est épouvantable comment on gèle là-bas. Alors, j'ai juste hâte de voir ça. Des fois, on se dit, bon, ça va être plus simple d'y aller en avion parce que les routes sont pas nécessairement en bon état, mais en même temps, quand il y a apparence de neige, les vols sont annulés. Donc, c'est mieux d'y aller en auto, même si c'est plus long. Bref, ouais. Mais notre ami Eric Descarrés dirait que c'est plus simple d'y aller en train. On le salue, d'ailleurs. On le salue. Bon, tu voulais parler de mon Jeep? Ben, on peut parler de ton Jeep, certainement. Ton Jeep Grand Wagoneer 1990, c'est ça? 1990, parce que... Comme celui-là que tu m'avais offert, là? Oui. Comme ça. Oui, parce que j'ai visionné quelques épisodes de la 3e saison de Léo. Et là, désolé à ceux qui sont peut-être pas abonnés au Club Illico, ou je ne sais trop quel nom ça porte, mais on peut les écouter. Est-ce que tu n'es pas vraiment abonné? Oui, je suis abonné. Ah, OK. Mais tu sais pas quel nom ça porte? Ben, est-ce que c'est oui, Club Illico ou Elix, oui. Est-ce que c'est tout ça? T'es pas un bon ambassadeur, là. Je sais que c'est pas tout.tv et c'est ça qui est important. Mais j'ai pu écouter en accéléré quelques épisodes de Léo et on y voit ton Jeep. On voit mon Jeep que j'avais loué pour la série. Oui. Et, qui appartient à une charmante dame, hein, qui semble avoir marqué une génération de petits gars de Walton. C'est ça. On peut dire ça comme ça. Moi aussi, je suis un petit peu... un petit gars de Walton? Un petit peu fan de cette série-là. J'adore ça. Et mon personnage préféré, je pense que c'est celui de... je vais te dire son nom, la coiffeuse. Ah oui, OK. Jessica. Anne Dorval, elle est savoureuse là-dedans. Oui. J'aime bien Paul Giott. Paul Giott? Oui. Avec ses petites chemises carottées, le pantalon capri, toujours bien ajusté. La Dodge Caravan. Franchement, un mode de vie qui me plaît beaucoup. Ça, c'est pas Paul Giott, ça. Ça, c'est... Chabot. Oui, ça. Pardon. Paul Giott, lui, il a un beau cavalier avec des trous dans les rocker panels. Écoute, assez... Et d'ailleurs, il y a une belle attention qui a été portée à l'automobile là, dans cette série-là. On a pris soin de ne pas mettre des belles voitures. Oui, je le sais, mais tout le monde aurait pu avoir un Nissan Rogue blanc. D'ailleurs, j'apporte à ton attention le fait que la voiture de la copine du personnage principal, dont j'oublie le nom, a une plaque personnalisée à son nom. C'est une Nissan Micra. Oui. Je m'en souviens pas ce qui est écrit exactement, là, mais bref. Écrivez-le, là. Je suis certain qu'on n'est pas tout seul. C'est ça. Il y a quelqu'un qui dit Marc Labrèche est super bon. Absolument. Mais tout le monde est bon, là. Tout le monde est bon. Il y a Mylène qui dit c'est mieux que l'auberge du chien noir, mon Germain. Oui, c'est moins long, hein? On peut dire ça comme ça. C'est parce que c'est une blague à double sens, puisque Germain un jour avait osé. C'était de l'humour très ironique. Avait osé publier sur sa page Facebook. Bon, je viens de finir l'auberge du chien noir. Avez-vous des séries à me suggérer? Sachant que ça s'était terminé 5 ans auparavant, c'était ça la blague. Voilà. OK. Silverado électrique. On en a parlé la semaine passée. On était tous emballés. Sur papier, c'était intéressant. On avait une version abordable à partir de 50 quelques mille dollars. Une autonomie maximale de 640 km qui avait du bon sens. On était tous bien énervés avec ça. Mais là, ça fait une semaine. On a eu des échos provenant de certains acteurs de l'industrie. Puis, pas qu'on déchante, mais on revient sur Terre, disons ça comme ça. Absolument. Et on salue Mathieu Roy qui est avec nous. Mathieu Roy qui est chroniqueur techno. Salut, bonjour. Mathieu Roy qui était avec nous la semaine dernière. Qui était avec nous la semaine dernière. Oui, vous pouvez aller écouter le balado sur le site de Cube. Moi, j'étais sur un concessionnaire Chevrolet hier et en discutant tout bonnement avec un représentant là-bas, j'ai vraiment eu un choc d'apprendre que si tu veux un Silverado électrique, désolé mon homme, mais tu vas attendre minimalement en 2026. 2026? On est déjà rendu là. On rappelle qu'on est en janvier 2022. Oui. Et là, on nous dit, si on en veut un, il faut attendre en 2026. C'est
complètement ridicule. Ce que le concessionnaire m'expliquait, c'est que les allocations sont extrêmement limitées. Et c'est pas le plus petit concessionnaire GM, là. Et non, et un concessionnaire qui est réputé pour vendre des camionnettes, là, donc qui a généralement accès à des beaux inventaires. Bon, mais l'inventaire est extrêmement limité. Donc, est-ce qu'on s'est emballé pour rien? Ben, en fait, c'est un gros feu de paille, si tu veux mon avis, parce que là, écoute, j'ai hâte de voir comment sur quel terrain on va se battre Ford versus GM avec des camionnettes électriques, puis Rivian qui va arriver là-dedans aussi, puis bon. Mais Ford a annoncé qu'on doublait la production du F-150 Lightning, que ça arrivait cette année, etc., etc. Là, Chevrolet, lorsqu'on a dévoilé le véhicule, on nous a dit ça arrive en 2024 comme modèle 2025. Les millésimes 2025 sont déjà sold out et tu ne pourrais pas avoir un modèle 2026 en 2025, là. C'est en 2026 que tu mettrais la main sur le camion. Est-ce que ça va être un 2027? Tu sais, c'est tellement loin, c'est tellement difficile à imaginer. Ça a le temps d'être périmé, on a le temps de changer d'idée 50 fois. Ouais, c'est ça. Je sais même pas pourquoi on en parle tout de suite, finalement. Puis, tu sais, ce que le concessionnaire me disait, puis je lui donne un petit peu raison, et je salue Guillaume qui nous écoute de France. Avant de nous annoncer des belles affaires comme ça, là, réglez donc le problème de la boîte qu'on puisse en vendre. Puis arrangez-vous. Réglez le problème de puce pour qu'on puisse vendre au moins des camionnettes à essence en ce moment. C'est ça. Arrangez-vous pour qu'on puisse avoir... parce que là, si tu veux te commander un pick-up, c'est 5-6 mois. 5 mois. 5 mois. Tu sais, je veux dire, à partir du moment où tu dis, bon, ben, voici la fiche, je coche mes options, quand est-ce que je vais l'avoir? 5-6 mois. Peu importe la version, là. Et là, si tu es dans des modèles plus recherchés, plus rares, là, moi, je te parle pour un pick-up de grande série, là, traditionnel, là. Mais si tu veux aller chercher, bon, le nouveau Chevrolet Silverado ZR2 qu'on va lancer, plus longtemps ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça n'a aucun sens qu'on nous fasse patienter comme ça. Puis, je sais pas pourquoi. Bon, je comprends l'importance d'aller faire une annonce aussi rapidement pour dire qu'on prend un virage électrique, mais en même temps... Si on n'est pas capable de livrer la marchandise dans des délais raisonnables, c'est inutile. C'est parce que là, on parle de quelque chose qui va arriver dans 4 à 5 ans. 4 à 5 ans dans une période d'automobile, là... C'est un cycle complet. Ça peut changer. Ça peut être un revirement de situation à 180 degrés. On l'a vu. Il y a 5 ans, ils se vendaient des autos. Oui. Tu sais, il y a 5 ans. Oui, mais 5 ans, c'est une génération d'une voiture. Tu sais, c'est ça. C'est très long. C'est extrêmement long. Puis je sais que pour un constructeur automobile, il faut se prendre d'avance, mais je veux dire, ça n'a aucun sens d'anticiper des trucs comme ça aussi loin. Chrysler qui vient de faire une annonce pour sa future, je m'en ai dit Pacifica, mais Airflow. Et annonçait qu'en 2028, on va être tout électrique, puis que le Airflow va arriver en 2025. Tu sais... Mais en même temps, je vois les commentaires passer là, rapidement. Beaucoup de gens parlent du Tesla Cybertruck. Entre le moment où on l'a vu puis le moment où il va arriver, il va s'être passé combien de temps? Absolument. Probablement pas loin de 5 ans. Fait que rendu là, Chevrolet, est-ce qu'on aurait dû présenter un véhicule conceptuel, ne pas lui rattacher d'année, ne pas prendre des dépôts la journée même et simplement faire patienter les gens, puis après ça, dans l'optique d'en vendre en 2025-2026, ben d'arriver en 2024, puis là, d'arriver avec quelque chose d'un peu plus concret, parce que là, c'est peut-être un peu trop hâtif. Là. Écoute, on me disait même que le jour où on a levé la couverte sur le véhicule, c'était déjà sold out pour 2025. 100 $ de dépôt sur un camion. T'as même pas besoin de mettre d'acompte là, financier. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens de mettre un dépôt de 100$ sur un truc hypothétique. Non. Tu sais, moi, si ça dépasse le 12 à 18 mois, c'est déraisonnable, puis on oublie ça. Oui, parce que ta vie a le temps de changer. Il y a d'autres produits qui peuvent arriver. Et je comprends que pour un produit qui est en demande comme ça,
même si on attend, comme tu dis, 12 mois, 18 mois, peu importe. Il y a Paul, il dit, je sais même pas ce que je veux manger ce soir. C'est pas bête. Je sais pas ce que je fais demain. Tu sais, comment tu peux savoir que dans 18 mois, tu vas avoir tel je peux te dire que dans 2 jours, on enregistre une émission de radio, par exemple. Ah, d'accord. Merci. Ça va me faire plaisir de faire ça avec toi. Puis il y a Martin qui dit, ça risque d'être aussi long pour l'Equinox électrique. Oui. Tu sais, c'est comme l'annonce qu'on a fait pour l'Equinox puis le Blazer. D'abord, je regarde les images, lequel est lequel, c'est pas clair. Il y a zéro information. Non, mais ça, je le comprends. On est allé avec un petit tease. On va nous revenir probablement dans un an avec une présentation plus concrète. Ça, c'est correct. Là. On n'a pas pris de dépôt non plus pour un Equinox électrique. Là. Non. Mais je veux dire... On nous a juste dit que ça s'en venait, puis c'est correct. Parce qu'il y avait des rumeurs à cet effet-là. Mais là, on a juste voulu officialiser la chose. Mais d'arriver avec un Silverado, avec une année qui y est rattachée, moi, j'ai bien de la misère avec ça. Ben, regarde, c'est intéressant. Oups. C'est bien intéressant. J'ai il y a Dominique qui me demande c'est combien de temps pour une Golf R? 6 à 8 mois minimalement. Est-ce que c'est raisonnable? Ouais. Puis il y a Mathieu qui me dit je me suis fait offrir de l'argent pour reprendre ma réservation de ID4 parce que ça, c'est plus d'1 an, un ID4. C'est 18 mois. Au minimum, c'est 18 mois. Tu sais, ça, qu'il y ait un délai, qu'on doive commander plutôt que d'aller choisir un véhicule dans un inventaire. Ou qu'on se fasse pousser un véhicule en inventaire. Encore pire, c'est ça, tu sais. Moi, je me souviens d'un concessionnaire Honda qui avait commandé que du blanc. Ben oui, mais si moi je le veux bleu, je fais non. Ben, on peut vous le commander, monsieur, le bleu. Vous allez l'avoir dans 3 mois. Mais si vous voulez le blanc, j'en ai un dans le cours, je vous le fais 1000$ moins cher. Non. C'est ça. Fait que tout le monde partait avec un blanc. Mais c'est super excitant, là. Mais ça a l'avantage de ne pas paraître l'hiver quand il neige. Non, mais sans blague. Dans la gadoue, c'est un peu salissant. Mais sans blague, c'est que oui, la façon d'acheter un véhicule va changer. Mais à un moment donné, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quelqu'un qui me pose une question sur un RAV4 Prime, je dis, ben là, oubliez ça. Là. Il est trop tard. Il est trop tard. Tu sais, 2 ans, 2 ans et demi, c'est un RAV4, là. On parle pas d'une Bentley, là. Est-ce que la technologie hybride rechargeable va être encore intéressante dans 2 ans? Est-ce qu'il n'y aura pas 50 autres modèles, tu sais? Ben non, c'est ça. Tout le monde a le temps d'arriver avec des... Est-ce qu'il va encore y avoir des subventions pour des véhicules hybrides rechargeables? C'est ça. Tout d'un coup, si tu payes le plein prix sur un RAV4 Prime, ben, tu sais, à 60 000, tu y penses, là. C'est ça. Fait que... Puis oui, effectivement, les subventions ont le temps de changer. Puis c'est sûr que par le temps que les véhicules vont arriver, toi, tu as le temps de changer d'idée 10 fois. Ta situation, tu sais, familiale a le temps d'évoluer. Est-ce que tu vas avoir un 3e enfant? Est-ce que tu vas avoir une séparation? Est-ce que tu vas être déménagé? Est-ce que tu vas avoir le même emploi? Tout est possible, là. T'es encourageant, toi? Moi? Toujours. mais non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, un Silverado électrique dans 4 ans et demi, bon. Vous m'en reparlerez quand ça sera du concret. En attendant, là, votre feu de paille, là, puis votre show de boucan, là, ça m'intéresse pas vraiment. Tu fait un show de boucan avec? Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, je trouve ça ridicule. Tu sais. Puis je comprends que oui, on veut montrer qu'on prend la technologie du Hummer, on met ça sur d'autres choses. Puis en même temps, tu sais, on verra ce que ça va donner quand le véhicule va arriver. Là, au moins, le Lightning, on l'a vu physiquement, on connaît les versions, on connaît les équipements, la gamme de prix. Chevrolet aussi, c'est ça qui est le pire. Ben oui. Comment tu fais pour annoncer un prix 4 ans d'avance? C'est impossible. 3 ans. Mettons 3 ans pour les premiers modèles qui vont arriver. Comment fais-tu pour annoncer des prix? Qu'est-ce qui te dit que d'ici ce temps-là, le prix de telle pièce triplera pas et tu seras pas obligé de les ajuster? Tu sais, c'est très engageant de faire des annonces aussitôt. Ouais. Il y a Massimo qui parle encore du RAV4 à 96 000. Ça a fait le tour du net, ça n'a pas de bon sens. Quelqu'un qui s'était donné 40 000 $ de markup sur un RAV4 aux États-Unis, Prime, pour arriver à un prix total de 96 000, pas de subvention. C'est quelque chose. Tu sais, le markup d'un RAV... Le prix du markup, c'est le prix d'un RAV4 lui-même. Ça n'a aucun bon sens. Oui, exactement. Ça n'a aucun bon sens. Mais ça, on a vu ça. Il y a Silver Star Mercedes à Montréal. Moi, j'ai vu une étiquette de vitre où
on avait ajouté 45 000 $. Ben, c'est toi qui m'avais montré ça. Oui. C'est une pratique très courante. On a ajouté sur le document de vente 45 000 $ au prix. Donc, d'ajouter une option bidon, finalement, tout simplement pour gonfler le prix final. Option air d'hiver. Oui, c'est ça. ça. Grosso modo, on pourrait mettre n'importe quel code et voilà. Et si tu veux pas payer cet ajustement de prix à la hausse, ben on t'invite à quitter, puis c'est tout, parce qu'il y a 50 personnes en file qui attendent après ce véhicule tant qu'on qui était un G-Wagon dans ce cas-là. Oui, voilà. Bon, fait que c'est ça, c'est assez particulier. Mais bon, on va voir ce que ça va donner, mais en attendant, Chevrolet, bonne chance. C'est mon ami Roger qui nous écoute sous le soleil de la Floride, alors je le salue. Alors, ici, voilà. Il neige en passant. Oui, c'est ça. Il neige, il fait froid. Même dans le garage, je vous dirais que si je pouvais mettre une bûche dans la grosse brune, ça serait agréable. On endure notre petit polar. Hein? Oui, exactement. Bon. Toi, Germain. Oui. OK, je fais-tu encore ce même exercice? Maintenant qu'il n'y a plus de micro, c'est moins, OK. moins. Alors, le véhicule qui est ici à côté, vous ne le voyez pas, là, il y a un spotlight, puis bon, mais c'est un Mazda MX-30. Et que tu as décidé, toi, de façon très courageuse, de mettre à l'essai cette semaine. Là, j'essaie d'ajuster ça. J'ai décidé de me faire souffrance, hein, de me faire mal, je sais pas. Mais non, parce que cet automne, j'étais en discussion avec les gens de Mazda et on parlait de la pertinence du MX-30 et j'arrivais pas à trouver une raison logique dans l'existence de ce véhicule-là en 2022. Et là, on m'a dit, bon, essaye-le, tu vas comprendre, blablabla. Je dis, parfait. Ça va pas mal, pour vrai. J'ai dit, parfait, j'ai envie de l'essayer, mais j'ai envie de l'essayer pour vrai. Assez d'autonomie pour le sortir du garage, oui. Ben, on m'a fait la blague depuis le début de la semaine. On m'a demandé si j'étais capable de me rendre au bout de l'entrée, puis de revenir, puis... Bref. Alors, oui, j'ai voulu le mettre à l'essai en plein hiver, puis je t'avoue que j'ai pogné la semaine où il faisait pas mal le plus froid. J'espère qu'il fera pas encore plus froid. Et on annonce dans des conditions qu'on pourra qualifier de quasi idéales, 161 km d'autonomie. Ça, pour l'avoir mis à l'essai, c'est pas vrai. Oui. C'est vrai si tu n'utilises ni le chauffage ni la climatisation. Oui. Donc, une journée là, où il fait peut-être 18, 15, oui, 18, c'est ça. Là, et que tu fais pas d'autoroute. Oui, voilà, parce que sur l'autoroute, ça chute assez drastiquement. Oui, c'est ça. Alors, mais là, désolé de t'étonner, là, mais j'ai utilisé le chauffage cette semaine. Oui? Oui. Et les sièges chauffants aussi? Et les sièges chauffants et le volant chauffant, parce qu'après l'avoir déblayé, quand ces commodités-là sont disponibles, je les utilise, là, je suis pas un robot, tu sais. J'aime ça, moi, j'aime ça que Maxime me parle de la 400Z pendant que tu me parles de la MX-30. On en parlera tantôt. C'est une machine que j'ai hâte d'essayer. Oui. Puis Normand, il me dit, une Livre 2012, il fait 160 km. Ouais, c'est ça, voilà. Mais 2012, l'auto a 10 ans, là, on arrive avec ça. Maintenant, ça n'a aucun bon sens. Bref, donc on est à 161 km d'autonomie. Annoncé. Toi, tu me disais avoir fait quelque chose 140. Autour de 140. Ouais. Bon. Et là, moi, après l'avoir rechargé 2 fois, ce qu'on m'affichait, c'était ça oscillait entre 122 et 126 km. Affiché. Avec une batterie chargée à 100%. Ouais. Et j'ai pas pu faire mieux que 110,5 km. Et j'ai aimé aller voir la page Facebook de Germain avec la publication où on voit l'écran. Oui. Quand je suis arrivé à la borne, il restait précisément 1 km. Et le temps que je prenne la photo, que je range mes affaires, il était tombé à 0. Alors, il était temps que j'arrive à la borne. Et donc, 110 km, c'est Et là, j'ai été bon joueur en plus avec le MX-30 parce que, oui, j'ai fait de l'autoroute, mais j'ai roulé 105. J'ai pas roulé comme je roulerais une Civic, par exemple. Ou ton Oldsmobile Cutlass. Ou n'importe quel autre véhicule, parce que, d'un, je me serais jamais rendu. J'aurais fait moins de... Si j'avais roulé la limite tolérée sur l'autoroute... C'est-tu toi, ce qu'on voit l'hiver à 86 km/h avec une tuque toute
toutes les vitres givrées, puis qui s'en va comme ça. Ben d'ailleurs, samedi dernier, il faisait assez froid, tu t'en rappelles? Légèrement. Et je me suis rendu en Mauricie à bord de ma fidèle Focus. Ouais. Et j'ai dépassé plusieurs véhicules électriques qui étaient dans la voie de droite. Pas mal à 100 km/h tapant, puis qui avaient hâte d'arriver à destination. Je ne sais pas si c'était des gens qui expérimentaient la conduite d'un véhicule électrique pour un premier hiver, mais effectivement, il faut repenser à sa manière de conduire, repenser à ses trajets. Bref. C'est encore drôle. Écoute. Oui, je le sais. Avec le Niro, c'est peut-être un peu moins vrai, mais j'en venais à ça. Parce que la semaine passée, tu as conduit le Niro, 380 quelques kilomètres annoncés, et tu as pu faire 300. Donc, la proportion est... J'ai pu faire 315, oui. Donc, la proportion est intéressante. Et, tu sais, je ne suis pas docteur en mathématiques, là, mais entre 160 puis 120, tu sais, la proportion est grosso modo la même. Donc, on ne perd pas beaucoup plus que les autres véhicules électriques avec le MX-30. C'est juste qu'on part d'un plafond beaucoup trop bas. Ben, d'une part, tu perds pas beaucoup plus. C'est-à-dire que... En proportion. Non, mais tout dépend de l'utilisation que tu vas en faire. Moi, la Niro, là... Oui, tu n'as pas roulé à 105. Ben non, moi, j'ai conduit ce véhicule-là comme si je le conduisais normalement. C'est vrai que je l'ai rechargé à l'intérieur, dans le garage, ce qui donne un petit avantage, clairement. Mais si je fais ça avec tous les véhicules, là. Mais une fois parti, je veux dire, s'il faut que je roule 120, je roule 120, puis je veux dire... Bon. J'ai pas terminé encore avec le MX-30, puis je vais faire ça peut-être en fin de semaine, là, le conduire comme je conduirais une voiture à essence, c'est-à-dire rouler à la limite tolérée, puis constater la C'est bien dit, ça, la limite tolérée. C'est toujours pas la limite légale. Oui. Ouais. Parce que je dis jamais que je roule 120, je dis que je roule à la limite tolérée. C'est ça, exactement. La nuance, c'est intéressant. La nuance est intéressante, c'est ça. Alors, je t'invite toi aussi à rouler à la limite tolérée. Fais-toi-en pas, j'ai déjà essayé ça. Mais c'est ça. Et le gag, c'est que, bon, le véhicule qui est ici dans le garage, juste à côté de nous, coûte 50 000 avant, plus taxes, moins 13 000, mais c'est quand même 50 000 pour un véhicule. Tu sais, est-ce qu'il est beau? Moi, je le trouve très cute. Est-ce que, bon, les portes suicides, c'est cute? Bien sûr que c'est cute. En dedans, est-ce qu'on a mis ça un peu tendance? Bien sûr. Mais c'est une voiturette de golf, là. T'sais. Mais c'est un véhicule de conformité. C'est un compliance car, comme on appelle ça en anglais. On n'avait pas le choix, puis c'est ça. Puis, tu sais, cette semaine, je regardais quelqu'un qui demeure tout près de chez moi vient de se procurer une Mini Cooper électrique. C'est 171 km ou 179 km d'annoncé au niveau de l'autonomie pour cette auto-là. Pas beaucoup plus que ça. Pas beaucoup plus que ça. Mais je comprends dans son cas à elle que c'est un deuxième véhicule. Bon, je veux dire... Il y a le facteur plaisir de conduire aussi. Il y a le BMW X5 dans le cours, puis ils ont acheté un deuxième jouet pour... Bon, tu comprends? Puis ils se sont payés cette Mini Cooper-là. Puis c'est sûr que si tu regardes ça rationnellement à côté d'une Chevrolet Bolt, tu te dis que ça n'a pas de bon sens. Oui. Mais quand tu achètes ce jouet-là, tu t'achètes un jouet, tu t'achètes une voiture amusante. C'est très intéressant à conduire, une Cooper électrique en passant. Moi, j'ai adoré ça. C'est cher. Si tu mets des options, là, ça grimpe à 45-50 000 facilement. Évidemment, moins le 13 000, tout ça. Mais au moins, c'est un jouet, le fun, c'est un objet sympathique. Le Mazda MX-30, hormis qu'il y a un look un petit peu hors-champ, c'est bien ordinaire à conduire. C'est ça. Tu sais, il n'y a pas... Fait que je vois pas la plus-value. Puis tu sais, c'est le fun, là, les portes suicides et tout, là, mais il n'y a pas de place en arrière. Non, c'est pas pratique, c'est pas un véhicule familial. Non, pas du tout, pas du tout. Là. La visibilité est très moyenne. Oui, très, très moyenne. T'es bien mieux servi avec une Mazda 3 à ion, là. Ben oui. Rendu là. Ben oui. Qui est pas parfaite non plus, mais tu sais. Non, c'est ça. Fait que, je veux dire, je cherchais pas pourquoi on n'en voit pas sur les routes des MX-30. C'est pas parce qu'on fait pas de pub, hein, parce que je me fais souvent rouler des pubs sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on n'a pas le choix de faire un peu de pub parce que ça se vend pas, là.
Ben moi, je mettrais de la pub sur la Mazda 3 parce que ça, c'est un sacré bon produit puis ça se vend plus. Ouais. Il s'est vendu, on va y arriver, là, il s'est vendu pratiquement autant de Sentra cette année que de Mazda 3 au Canada. Alors, bonne nouvelle pour Nissan qui a réussi à faire quelque chose avec sa Sentra. Et entièrement mérité. Si tu veux mon avis, cette voiture-là devrait connaître plus de succès. Oui. Mais un pouce en bas à Mazda qui n'arrive pas à vendre sa Mazda 3. Là. Hey, écoute, là... Qui est pourtant plus complète que jamais. Il fut une époque pas si lointaine où on vendait 30, 35, 40 000 Mazda 3 par année. On est à 10 000. Tu sais. 9 000, 10 000, 11 000, je sais pas. C'est ça. À peu près. Exactement. Fait que, tu sais, c'est pas des farces, là. Oui. Oui, elle est plus chère qu'avant, tu sais. Mais ils sont toutes plus chères. On s'adresse à une clientèle aussi. Je m'en dire, ils sont toutes plus chères, oui, sauf la Sentra qui a des sacrés bons prix. Ben, c'est ça. Puis ça l'a aidé, tu sais. Mais honnêtement, Nissan Sentra, ça va très bien. C'est super grand à l'intérieur. C'est très spacieux. Ouais. Le coffre est énorme. Oui, j'avais été impressionné par cette auto-là. Il y a Patrick qui parle de son CX-30. C'est CX-30? Oui, c'est ça. Il dit, on a un CX-30 puis on l'adore. Mais c'est CX-30, c'est un Mazda 3 haute sur patte. Oui. Tu sais, c'est pas d'autre chose que ça. C'est comme la Subaru Crosstrek de l'Impreza. À peu près. Avec une carrosserie qui est juste un peu plus différente, là. Mais bref, c'est une bonne machine, effectivement. Seule chose que je déteste du CX-30, c'est que tu peux pas désactiver les systèmes d'assistance à la conduite comme l'antipatinage, l'ESP, ce que tu peux faire sur une Mazda 3. Ce qui est décevant. Samuel qui me parle de la transmission de la Sentra. Oui, c'est pas la 7e merveille du monde, mais il semble qu'à partir de 2017, on ait corrigé les gros problèmes de fiabilité des CVT en se croisant les doigts. Alors ça, c'est bien. Puis, elle est disponible en manuel. Oui. Pour encore combien de temps? Dans sa version SR puis dans sa version de base. Fait que ça, pour moi, c'est un petit must. Parce que tu peux même plus obtenir de Civic avec une boîte manuelle. Ça n'intéresse plus personne. Ben, c'est ça. Mais, moi, te dire, j'ai conduit à Civic SI récemment. Oui. Je n'ai déjà parlé, là, mais ça, c'est... Ça donne le goût de s'intéresser à la boîte manuelle. Vraiment. Manuelle, ça va très, très bien. Ça va très, très bien. Tu sais, c'est ce que je disais à un de mes amis qui est un concessionnaire Acura. J'ai dit, j'ai conduit ta future Integra avec une valise, là. Non, c'est complètement différent. Puis, j'ai dit, elle est aussi le fun à conduire que pas belle à regarder. Je te rassure. Écoute. Enfin, bref. Puis là, on parlait des chiffres de vente. Ben oui. Écoute, on a analysé ça un petit peu, là, rapidement. Il s'est vendu, grosso modo, 200 000 véhicules de plus au Canada en 2021 qu'en 2020. Alors, il y a eu une augmentation des ventes, puis on serait attendu à autre chose parce que les cours sont vides, on se plaint qu'on n'a jamais de véhicules. Mais en même temps, on se rappelle qu'en 2020, les concessionnaires ont été fermés pendant de longues semaines aussi, là. Oui, je comprends. Mais je veux dire, là, tu vois les cours vides, tu te dis, wow, ça ira pas bien. Et mais pourtant... Les chiffres sont là. Les chiffres sont là et jamais les concessionnaires n'ont fait autant d'argent que cette année. Oui, jamais. La profitabilité est là. Écoute, c'est le prix d'en vite, c'est... Et le prix d'en vite, oui, mais le prix d'en vite majoré par rapport à 2020 puis 2019, là. Et avec un taux d'intérêt qui n'est pas à 0,9. Ben non. Et attention, l'autre chose, c'est que le concessionnaire ne garde rien en inventaire. Ouais. Donc ça, c'est le nerf de la guerre dans l'industrie. Un concessionnaire qui n'a pas d'inventaire à supporter fait énormément d'argent. Parce que le véhicule qui est dans le cours depuis 3 mois, ben il a coûté 1 1200, 1400 piastres d'intérêt. Je sais pas, j'ai pas... Je dis un chiffre comme ça, là. Mais ça varie selon le véhicule, le prix du véhicule, le temps, l'offre du concessionnaire, du constructeur. Bon, mais il y a des frais rattachés à garder un véhicule en inventaire. C'est pas le constructeur qui stationne là dans le cours, puis quand vous le vendrez, vous me payerez. C'est pas de même ça marche, là. Un constructeur automobile vend un véhicule à un concessionnaire qui doit le revendre. Sauf que là... à lui-même entre-temps. Voilà. Mais là, c'est pas ça qui se passe. C'est qu'on place des commandes, le véhicule arrive, il ressort tout de suite. Ouais. Il reste même pas dans le cours 48 heures. Fait que, tu sais, c'est fantastique de voir ça. Puis mais moi, en même temps, là, on a des terrains énormes. Tu sais, est-ce qu'on va encore avoir besoin d'avoir des terrains aussi grands, de louer des terrains en périphérie où on entreposait des véhicules? Est-ce que les besoins de ces concessionnaires-là vont changer? Est-ce qu'on va voir autre chose que des bâtisses sur des terrains grands comme des terrains de football? Là? On peut prendre 1000 exemples. Tu sais, je veux dire, moi, je pense à Albi le géant, son gigantesque concessionnaire Mazda. Tu regardes le parc de stationnement à perte de vue.
quand je me rends à Québec, juste avant d'arriver au pont de Québec, du côté de Lévis, il y a un concessionnaire Volkswagen qui s'est bâti récemment. Je regarde en bordure d'autoroute le stationnement gigantesque qu'on a là-bas. Là, lui, du Tiguan puis de l'Atlas. Écoute, c'est vide. Ouais. Puis, et le concessionnaire, qui est très beau en passant, bâtisse super moderne, inventaire à l'intérieur, tout ce que tu voudras. Tu sais, ils ont rien. Mais tu payes l'hypothèque sur ton terrain au Écoute, complet, là. Fait que l'idée d'avoir des grosses concessions comme ça, ceux qui sont à Québec aussi, ils le savent, là, le concessionnaire Toyota, pas loin des galeries de la capitale, d'habitude, tu passais là devant, là, c'était un parc. Il y avait des centaines et des centaines de véhicules, tous identiques, ou à peu près des rangées de Corolla blanches. Et je me souviens, il y a peut-être 2 ans, il y avait des 4Runner là, à perte de vue, là. Aujourd'hui, trouve-en un, Forerunner. Le terrain est vide. Il y a 3-4 Mirailles, là. On se demande ce qui se passe avec ça. Mais, mais les cours sont vides. Ça, ils ont des bons rabais, les Mirailles. Oui, c'est ça. En fait, achète une Miraille, arrache la mécanique, plante une mécanique de Corolla dedans. Puis, tu sais, bon, on fera pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, une Miraille, tu veux faire quoi avec ça? Pas grand-chose. Ouais, même chose que ton MX-30. Allez pas loin. c'est ça. Allez pas loin. Allez pas loin. Mais, bref, fait que, le marché a changé, la façon d'acheter des véhicules a changé, mais en 2021, il s'est vendu 1 680 quelques mille. J'ai pas les chiffres avec moi, là. Donc, ça reste quand même un petit peu plus bas que 2019. Oui, on n'a pas rattrapé. Mais non, ça, c'est sûr. Oui, mais on n'a pas pu faire de volume comme on faisait à cette époque-là non plus. Non. C'est-à-dire, tu sais, les constructeurs qui forçaient les concessionnaires à remplir leurs cours, à noyer le parc automobile, tu vois plus ça aujourd'hui, là. C'est bien un peu chez Chrysler dans certains cas, puis encore, ils n'ont rien à vendre. Là, semble que depuis quelques semaines, mois, c'est des Wrangler qu'on a en inventaire. Puis on l'observe, hein. On pense, là. Mais on n'a plus de Ram, on n'a plus de Grand Cherokee. Il y a des Wrangler en inventaire, ça, il y en a. On n'a pas produit de Cherokee depuis un sacré bout de temps. Qu'est-ce qui se passe? T'sais, bon, ça, c'est assez curieux. Puis, pour parler de Chrysler, pour en profiter, j'étais très curieux de voir les chiffres de vente, moi, de la Pacifica et de la Chrysler Grand Caravan, nouvelle génération, suite à l'abandon de la Dodge Grand Caravan. Et on avait vendu, en 2020, 23 000 Grand Caravanes au Canada, qui était un chiffre très faible parce que c'était une année difficile pour l'industrie et tout ça, parce que des grands caravanes, ça s'est déjà vendu à 45 000 unités au pays. C'était très, très populaire. On avait un véhicule qui était vieillissant, là. Vieillissant, mais qui connaissait toujours un certain succès et pas besoin de te dire qu'il était payant à vendre. Oui, parce que c'était le développement était remboursé depuis longtemps, là. En 2012, les composantes avaient rien de révolutionnaire, là. C'est ça. Et tu vois, on a vendu en combinant les ventes de Chrysler Grand Caravan et de Chrysler Pacifica à peine 7 000 unités au Canada en 2021. Il y a un manque à gagner énorme. Gigantesque. Qu'on pourra jamais rattraper. On pourra jamais rattraper. Jamais, jamais, jamais. Mais en même temps, est-ce que c'est intéressant de vendre des grands caravanes à 25 000 $? C'est clair. Je le sais pas. C'est clair, c'est juste qu'on pouvait plus. On le fait plus? Bon, on le fait plus parce que le véhicule ne rencontrait plus les normes. Il aurait fallu le modifier. Puis je veux dire, bon, il était rendu à la fin de sa vie utile, puis je pense que de toute façon, Chrysler a réalisé tranquillement que le marché de la fourgonnette stagne. On avait lancé la Pacifica en 2016, on s'est rendu compte que... Son positionnement était intéressant parce que c'est un véhicule plus haut de gamme, plus moderne que la Grand Caravane, mais... déjà aujourd'hui... C'était pas un véhicule plus populaire, là. Mais est-ce qu'on peut le qualifier de moderne aujourd'hui? Tu sais, hormis le fait Quand il est arrivé, il était moderne. En 2016? Quand il est arrivé en 2016, il était moderne comparativement à Grand Caravane. C'est tout ce que je peux dire. Oui, absolument. Mais en 2022, ce véhicule-là, stationné à côté d'une Kia Sedona, qui est très conservatrice dans son approche, soit dit en passant. Il n'est pas plus avancé, là. Et je me permets de te dire que Kia a vendu plus de Sedona que Chrysler a vendu de Pacifica. Carnival. Carnival, pardon. Ouais, c'est ça. Pourquoi on a tendance à l'appeler Sedona? Je sais pas. C'est parce que ça s'appelait comme ça avant? Ça se peut. Okay. mais tout ça pour dire que, tu sais, je pense que le marché est en train de changer. Puis, bon, on en a déjà parlé, mais est-ce que Chrysler serait tranquillement, pas vite, en train de laisser tomber le marché de la fourgonnette?
Chez Kia, on dit qu'on est d'accord avec cette motion. Oui, ouais, absolument. Puis chez Toyota aussi. On approuve, absolument. Ouais. On dit qu'on va prendre la balle au bon chez nous. Un petit mot pour parler vite des pick-up, parce que on a vendu 73 000 Ram. On a vendu 105 000 pick-up GM au Canada l'année passée. Une croissance par rapport à 2020. Une bonne croissance, alors que Ram est en baisse de 12 Là, on peut peut-être attribuer la chose au manque d'inventaire. Oui, je comprends, mais il manque de l'inventaire partout. Pourquoi chez GM, on était capable d'aller d'avoir cette croissance-là? Comment ça, on a pu vendre plus de véhicules? Moi, je trouve ça très impressionnant, là. Bien, puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que 2021, écoute, c'est quelque chose qui est impossible à réaliser sur le marché américain. Quoi donc? On a vendu plus de GMC que de Chevrolet. Au Canada? Oui. En fait, les GMC sont en hausse de 4,4 mais Chevrolet est en baisse de 2 Donc, au final, on vendait, je dis des chiffres, là, 53 000 GMC puis 51 000 quelques Chevrolet. Donc, par quelques centaines ou quelques... GMC est plus populaire au Canada? Écoute, ça a toujours été une question bien intéressante. Il faut dire qu'aux États-Unis, on a des concessionnaires Chevrolet et des concessionnaires GMC séparés. Chez nous, c'est tout dans un, mais aux États-Unis, c'est 4 Chevrolet pour un GMC, là. Des fois 5. Ici, ça a toujours été pratiquement 1 pour 1, mais là, GMC a dépassé Chevrolet légèrement. Fait que, bon, c'est une bonne question, mais toujours est-il que l'écart... en fait, s'étire entre GM et Ram. Et Ford a vu ses ventes baisser aussi. Oui. On a vendu 119 000 série F. Donc, GM se rapproche de Ford sur le marché canadien. Et ça, je trouve ça intéressant de constater ça. Puis, attends, là, GM... Ils produit au Canada, là? Ben, ça, c'est les Super Duty. Oui. Est-ce que les Super Duty sont inclus dans ces chiffres-là? Oui, c'est tout ce qui s'appelle grande famille Silverado, Sierra. C'est comme Ram, tu sais, c'est de 1500 à 5500. Là. On me dit à l'oreille qu'on a vendu moins de 5500. Oui, tout à fait. Fait que Dominique, il dit GMC, il n'y a pas de chrome, c'est plus beau. Ben, ça se peut avoir du chrome sur un GMC, ça dépend des versions. Oui, puis même un SLE ou SLT, tu peux avoir du chrome dessus. Ouais. Ce qui se vend, c'est du élévation. Ben oui, parce que esthétiquement, c'est vrai que c'est pas laid. C'est ça. Mais bref. Alors, ça, c'est intéressant de constater ça. Et la dernière affaire, je voulais mentionner, ben, c'est Fiat. Alors, je vous le donne en 1000, on a vendu 78. Ben, donne-les pas en 1000, il n'y en a pas assez. Non, c'est ça. On a vendu 78 Fiat au Canada en 2021. Ce qui inclut 55 Spider qui étaient discontinués. Donc, à la fin de 2020. Donc, c'est des restants à la fin de 2019 ou de 2020? 2019, je suis pas mal sûr. Fait que 2020, 2021, il n'y en a pas. Oui, mais on en a vendu 55 en Fait que c'était des restants de stock de 2019. Mais même si on essayait de trouver la réponse de la dernière année de la Fiat Spider, on ne pourra pas l'avoir. Ensuite... Parce qu'on nous dirait qu'elle existe toujours. Oui, c'est ça. On a vendu 3 500L, encore là, des restants d'inventaire, parce qu'on n'en avait pas. 3 500 tout court. Et ça, j'explique pas ça, parce que c'est disparu en 2018, les 500. C'est des restants. Tu sais, je veux dire, c'est pas des farces, là. On peut imaginer les rabais qui ont été appliqués sur ces véhicules-là. Pas sur les Spider, là, parce que c'est des véhicules convoité, là, considérant que tout le monde se cherchait un jouet à l'été 2021. Mais pour le reste, oui, les rabais devaient être considérables. Mais tu sais, moi, ça me fait rire. Pourquoi tu vas acheter ça, une Fiat 500? Ben parce qu'il n'y a plus d'MX5, puis parce que tu veux pas... 500 normal. Ah, 500 ordinaire. Ben... Pourquoi il y a 3 Canadiens qui se sont procurés ce véhicule-là? Ben, en fait, moi, ça me donne plus l'impression... Ça me donne plus l'impression de concessionnaires qui ont finalement enregistré des véhicules comme vendus. Ça s'est retrouvé à l'encan ou dans un parc d'usagers, parce que tu peux pas vendre une 2018 neuve. Avec une garantie. Si vous faites partie de ces 3 Canadiens qui se sont procurés... Oui, contactez-nous, on serait bien curieux de vous parler. On va vous parler. Oui. C'est ça. Il y a 18 500X. Ce modèle. 18 500X. Ce modèle populaire, là, je ne sais pas comment le décrire. Et aucun modèle 2021. Donc, une Fiat millésimée 2021 au Canada, ça n'existe pas. Mais Fiat est toujours là et on continue de... Oui, et puis on a même apporté des modifications à la 500X 2022. Ils font mourir. Oui. Ils font mourir. C'est incroyable.
À quel point c'est ironique, tout ça. Oui, vraiment. En tout cas. Vraiment. Un petit mot pour parler des véhicules véhicules nord-américains de l'année. Je fais partie du jury du NACTA où on avait voté pour des véhicules. Les prix sont sortis, ont été dévoilés hier. Alors, 3 catégories de véhicules. Ben, la voiture, le VUS et le camion de l'année. Oui. Puis cette année, c'est un peu un chevauchement particulier parce que... Ben, voiture de l'année, réglons-le, c'est très simple. La Honda Civic, ça surprend personne. Non, mais en même temps, on s'en était parlé, quelques collègues jurés et moi, Marc Lachapelle et Gabriel Gélina, et nous trois avions voté pour la Golf GTI Golf R avant la Civic. Parce que la Civic, bien qu'elle soit efficace, que c'est une voiture de masse, fiable, etc. C'est rien de révolutionnaire. C'est rien de révolutionnaire. En même temps, donnons à César ce qui lui revient, c'est quand même une voiture très intéressante, mais je trouvais que ce que Vaux avait fait avec la GTI, la R, bon, nonobstant, et puis je reviendrai là, sur l'incident que j'ai eu, parce que les gens m'en parlent beaucoup avec la GTI. Je trouvais que la GTI avait ce petit... edge de plus que... Est-ce qu'on peut imaginer que... Il y a Emmanuel qui mentionne, il dit c'est ça, la 500X Yacht Club Capri Edition. Ouais. Effectivement, c'est très, très drôle. J'ai pu la voir au Salon de Los Angeles en bleu. On a apporté des modifications cosmétiques puis tout, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais le véhicule, probablement qu'aux États-Unis, on va en vendre 1500, là, mais au Canada, il n'y a personne qui va importer 15, ça. Oui, pas 1500. Non, aux États-Unis, oui. il y a un peu de volume. Tu sais... Je peux pas appeler ça du volume, là. 1500 véhicules pour un marché de 300 millions de... Bon. Mais bref. Tu sais, il va se vendre 20 fois plus de Porsche 911 que de Fiat 500X quand même. D'ailleurs, c'est vendu plus de Taycan. Oui, oui, exactement. 2021, même si on a vendu beaucoup de 911 par rapport aux années passées, c'est vendu plus de Taycan quand même. Bien, il s'est vendu plus de Lamborghini que de Fiat l'année passée au Canada. Voilà. Je pense que c'est assez révélateur. Oui. Et probablement plus de Rolls-Royce. Ça, je suis pas sûr. Parce que c'est autour d'une cinquantaine de Rolls-Royce normalement au Canada là, annuellement, non? Ouais, ben, il va te dire. Ouais, avec on est pas loin, là, avec la flambée, le succès du Cullinan, puis bon, la nouvelle Ghost, je serais pas surpris. On est dans ces eaux-là, oui. C'est ça. Enfin, bref. Oui. Alors, tout ça pour dire que c'est ça. Le Civic a gagné au-dessus de la GTI, de la Golf R. Au niveau des VUS, écoute, on était dans toutes les... Il y avait, dans les finalistes, il y avait le Ioniq 5, qui est un VUS. Qui n'est pas un VUS. Bon. Et il y avait le Bronco. Qui, lui, est un camion. Comme pas mal un vrai VUS. Et bon, Bronco a gagné sans surprise. Les Américains en raffolent. Moi, j'ai de la misère un petit peu. Faut que j'endosse ça parce que je fais partie de ce jury-là, mais en même temps, j'ai T'as le droit de dire que t'as pas voté pour ce véhicule-là. J'ai pas voté pour ce véhicule-là, et pas parce que c'est pas un véhicule impressionnant. Parce que il est pas prêt. C'est un véhicule... On l'a attendu longtemps, mais visiblement, il est arrivé de manière prématurée. Hey, c'est un paquet de troubles depuis que c'est arrivé, le Ford Bronco. Tous les problèmes qu'on entend, les vices de conception. Quand c'est pas le toit rigide qui s'effrite, c'est le toit de toile qui défonce sous le poids de la neige, comme on a vu dans les derniers jours. Les problèmes de démarreur, d'alternateur, d'infiltration d'eau, de basse stabilité. Écoute, c'est épouvantable. Jamais tu me vendrais ce camion-là. Pas parce que ça va pas bien, pas parce qu'il est pas beau, pas parce qu'il est pas aguichant, mais parce que visiblement, c'est pas prêt. Ouais. Tu sais, Ford a eu énormément de problèmes avec son nouveau Explorer lorsqu'on est arrivé en 2020. Il était pas prêt. C'est la même chose avec le Bronco. Mais tu vois, avec le Maverick, je suis beaucoup plus confiant. Et Maverick a gagné camionnette de l'année. Et tout ça, il y en a un qui dit « Écoute ça, T-Bone. » mais on discutait de ça avant d'arriver en direct avec vous. C'est très ironique que la camionnette de l'année ait un châssis monocoque et que le VUS de l'année... un body on frame, c'est ça. Un châssis en échelle. Ouais, c'est ça. Donc, tout ça est très, très particulier. Et deux véhicules de la même marque. Là, ouais. Exactement. C'est assez peu probable en théorie, mais pourtant, on est là. Et on salue mon ami Paul Boulet qui vient de se joindre à nous et qui a justement acheté un Maverick. Il l'aura peut-être d'ici 2026. C'est ça. Et ce véhicule-là a gagné camionnette nord-américaine de l'année parce que
Et ça, j'ai voté pour, là, je l'admets. Je suis 100% d'accord avec l'approche. Je trouve que Ford a eu une idée de génie de faire de son véhicule d'entrée de gamme une camionnette pour le marché nord-américain. Une petite camionnette roue motrice avant, hybride, vendue aux États-Unis, c'est sous les 20 000 $. C'est à partir de 19 995. Un vrai format compact. C'est une super belle formule. Ça devient moins intéressant quand tu es rendu dans une version tout équipé, 4 roues motrices à 40 000 $. Là, je décroche. Mais pour un véhicule d'entrée de gamme, polyvalent, pratique, qui se conduit bien, qui consomme 6 litres au 100, chapeau, ça, c'est entièrement mérité. Et comme on connaît la technologie et que c'est pas quelque chose de nouveau, ben j'ai pas de crainte sur la fiabilité comme j'ai une crainte avec le Bronco ou l'Explorer qui exploite une nouvelle plateforme, nouveau châssis, nouveau tout ce que tu voudras. T'sais, avec le Maverick, c'est pas un véhicule ultra moderne, ultra impressionnant sur le plan de la technologie, mais on la connaît, puis c'est éprouvé. Parce qu'on a été pigé dans le coffre à outils. C'est ça. C'est un Escape, c'est un Bronco Sport, au niveau des éléments techniques, structuraux, mécaniques. Fait que ça marche bien. Alors voilà. Pas chaud de la semaine? Oui! On parlait de pick-up. Oui. Le costaud de Nissan. Est-ce que tu es costaud, toi, Antoine? Et non. Pour répondre à ta question, pas exactement. Et ben, vous vous souvenez de cette camionnette-là qu'on a vendue pendant longtemps, 87 à 97, si ma mémoire est bonne. Avec une calandre très particulière, là. On le voyait on le voit très bien ici. Comme ça, ouais. On les voyait venir de loin, on les reconnaissait facilement par cette grille-là. C'était très emblématique de ce modèle-là. Mais j'aime ça que tu parles comme si tu étais impliqué dans ça parce que tu n'en as pas déjà vraiment vu, sa route de ça. Oui. T'es né en quelle année? On les a, 95. On les a vus longtemps. Là, en 95, ils pensaient déjà à la retirer du marché. Oui, je le sais, mais au début des années 2000, il était encore là. Oui. Mais on avait changé sur les routes. Là. On avait changé en 94 la planche de bord qui était toute nouvelle. Oui, parce qu'avant, c'était beaucoup plus qu'une 92-13 où c'était angulaire comme dans un Dodge Arias. Mais puis ce qui était le fun, c'est que c'était une des premières camionnettes qui avait exploité, on se souvient du nom King Cab. Ouais. Le King Cab chez Nissan, ça a connu beaucoup de succès. Toyota les a imités. Mazda est arrivé avec le Cab Plus après. Donc les camionnettes japonaises connaissaient du succès. Avec la vitre arrière qui était plus haute, qui était décentrée. Ça me fatiguait un peu certains tocs, mais c'est correct. Ouais, c'est ça. Les plaques d'immatriculation qui sont pas centrées. Ou la cabine d'un vieux camion Mack là, qui est déplacée d'un côté. Non, ça marche pas. Ça marche pas? Ça marche pas. Mais on parlait du Maverick tantôt, d'avoir la plaque d'immatriculation qui est pas centrée. Ça me... J'ai pas ça, moi. Ben, ça me fait mal. Un Discovery, c'est pareil. Ça me fait mal. Mais on peut pas parler d'autres choses. Ça va bien? Oui, ça va. Est-ce que je peux m'allonger pour parler de mes problèmes? Oui, c'est ça. Mais c'est ça, il y a eu beaucoup de camionnettes japonaises fin 70, début 80, puis les Américains ont répliqué avec les Rangers, les S10, et un peu plus tard, Dodge avec le Dakota. Mylène a dit les plaques, il se les fait voler. Oui, c'est ça. On a parlé la semaine passée. C'est ça. Fait que c'est un camion qui a connu beaucoup, beaucoup de succès, qui a été remplacé en 98 par le Frontier, mais qui était, c'était l'évolution même. Puis Nissan n'a jamais abandonné ce marché-là. Temporairement, ici, avec le... Il y a quelqu'un qui dit, tu dois pas aimer le Nissan Cube, toi. Non, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal, hein? Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui mentionne le Isuzu Pickup, oui, qui était, en fait, dans le passé, c'était un Isuzu Pop. On appelait ça comme ça. P apostrophe UP, là. Apostrophe, oui. Ouais, c'est ça. Fait que c'était... Bon, bref. Mais Nissan a connu beaucoup, beaucoup de succès. Et moi, de la région où je viens, en fait, je suis natif d'Iberville, sur la rive sud de Montréal. À cette époque-là, il y avait un concessionnaire automobile à Iberville, puis c'était un Datsun/Nissan. Alors, mes parents ont eu des Nissan, des Datsun quand j'étais très jeune. Les gens achetaient des véhicules localement. Ah, localement. Puis il y avait des Nissan puis des Datsun partout dans mon coin. Puis t'allais à Mont-Saint-Grégoire, t'allais à Saint-Alexandre, à Saint-Athanas, les petits villages autour. Il y avait du Nissan partout, partout, partout.
Aujourd'hui, ce concessionnaire Nissan-là, qui est coupé à les Brassards, est rendu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis cette petite bâtisse-là, c'est rendu un Mitsubishi, qui est dans un rang de campagne, là, ni plus ni moins. C'est la vieille route 104. C'est un tout petit concessionnaire. C'est minuscule. Mais moi, mes premiers balbutiements dans un concessionnaire automobile, c'était là. Dans ce petit showroom-là, à côté d'un vendeur de tracteurs New Holland, sur la route 104 en montant vers Mont-Saint-Grégoire. Mais on vendait de la Nissan puis de la Datsun dans ce temps-là. Et moi, je me souviens d'avoir tripé sur des pick-up Datsun Nissan à cette époque-là. D'ailleurs, le premier véhicule que j'ai conduit de toute ma vie, c'est un Nissan pick-up 4x4 83 qui appartenait au père à un de mes amis que j'ai conduit sur une terre à l'âge de 12 ans, quelque chose de même. C'était pas tout à fait légal, ça. C'était pas tout à fait légal, puis c'était pas tout à fait précis comme conduite non plus, surtout dans un champ qui était approximatif au niveau de la solidité du sol. Fait que, mais tu nous avais parlé d'une Renault aussi que tu avais conduit avant l'âge. Avant l'âge, une Renault 18 qui était justement une voiture de fermier qui avait plus de plaques, mais qu'on utilisait comme... C'est un peu moins intuitif là, comme voiture de fermier quand même. Une Renault 18 noire, manuelle. C'était une bagnole un peu déglinguée qui était plus plaquable probablement à cette époque-là. Mais on l'utilisait comme transport sur les terres pour se rendre à la ferme puis revenir. Puis ouais. Alors, ça te tentait pas? Il n'avait pas. Ben, parenthèse, là, dans la brochure, j'ai relevé quand même là, qu'on présentait, tu disais la nouvelle planche de bord, mais on montrait aussi une photo de la nouvelle banquette, probablement en vinyle. Et on la voit dans le coin ici, légèrement. Là. Et on la comparait avec celle de l'année précédente. Mais bon, entre toi et moi, qu'est-ce qui est plus pareil que deux banquettes en vinyle, pleine grandeur? Je sais pas. Pour moi, c'est une amélioration qui était Ce que j'aimais aussi, c'est qu'on avait l'art de vendre des accessoires intéressants. Des essuie-glaces. Tels des essuie-glaces et un block heater. Autrement dit, votre véhicule ne démarrera pas cet hiver, donc vous êtes prié de vous procurer un chauffe-bloc. Mais c'était tough. Puis, moi, j'aime ça parce que quand tu parles de ce genre de véhicule-là, tout le monde « Ah, c'était pas tuable! » Pourtant, on n'en voit plus. Oui, ils sont tous morts. C'est ça. C'était pas tuable, mais ils sont tous décédés. Et j'aime que le nom n'était pas le même au Canada et aux États-Unis. Non, c'était pas le même au Québec puis au Canada. Ah, OK. À l'intérieur même du Canada? Ah, ben oui. Au Canada anglais, on vendait ça comme un Nissan Hustler, puis au Canada francophone, on vendait ça comme un Nissan Costo. Costo. Ouais. Allez, Costo. Ça fait un peu franchouillard, hein? Oui. Okay. Question du public, Antoine. On a Stéphane qui possède une BMW 328D, donc un moteur diesel 2018. Je veux juste mentionner Rémi qui fait mention des moteurs Nissan à 2 bougies par cylindre. Qu'on avait pu, je pense plus à cette époque-là, mais un peu plus tôt dans les années 80, tu avais effectivement 2 bougies, ce qu'on appelait des twin plugs, là, sur ces moteurs-là. Tu avais les Stanza qui étaient arrangés comme ça, des 200 SX, plusieurs moteurs Nissan qui ont eu des 8 bougies pour des 4 cylindres. On a plus ça maintenant. Non, exactement. Il y a quelques autres véhicules qui ont eu ça, là, je pourrais pas te faire la liste par cœur, mais je me souviens, pour avoir travaillé sur ces moteurs-là, que il y avait 8 bougies pour des 4 cylindres. D'autres modèles pour la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Okay. Donc, on revient à nos moutons. Ben oui. On a Stéphane qui a une BMW 328D, donc diesel 2018, dont la location tire à sa fin. Il adore sa transmission à double embrayage et sa conduite sportive, mais il manque d'espace et souhaite trouver un véhicule hatchback avec le même plaisir, donc pas de CVT, écrit-il avec un petit clin d'œil. Et au minimum, les inclus suivants: toit ouvrant, cuir, banc chauffant, volant chauffant et surtout 4 roues motrices, car il a beaucoup aimé le X-Drive avec la série 3 et habite dans les Laurentides, idéalement dans la même fourchette de prix. Là, il mentionne qu'il y a une double embrayage. C'est une double... J'ai comme un blanc de mémoire. Il y a une double embrayage sur une 328D? C'est une excellente question. Moi, dans ma tête, c'est une 8 vitesses automatique, mais peut-être que je me trompe. Là. Mais cela étant dit, bon, ça dépend ce qu'on veut comme type de conduite. La nouvelle série 3 est intéressante. Je préfère l'A4. Moi, l'Audi A4 pour la conduite avec le moteur de 261 chevaux, je trouve que c'est magnifique. Alors, c'est probablement celle que je favoriserais.
Et sinon, ben, il y a la Genesis G70 que j'aime beaucoup aussi. Mais on ne règle pas le problème de l'espace et du hatchback, là. Non, c'est ça. Il veut avoir un haillon, lui, là. Oui. Il veut avoir un haillon. Ah oui. Pour avoir plus d'espace. Est-ce qu'une all-road peut faire le travail? Je pense, hein. Une all-road parce que le comportement de ces voitures-là, même si ça devient de plus en plus anonyme sur le plan esthétique, c'est pas... Bon, une all-road, A4 all-road, c'est une voiture magnifique. Le comportement de ça est génial, vraiment. C'est une auto méconnue. Je prends ça 1000 fois avant un Q5. Même si, en termes de volume, ça se vend pas beaucoup plus. Le plaisir de conduire est là. C'est un petit peu plus haut sur patte qu'une A4, mais à peine. C'est comme 15 mm de plus haut. Puis c'est juste ce qu'il faut. C'est l'ensemble aussi de l'œuvre. Ouais, l'ensemble de l'œuvre, c'est une bagnole. Alors, moi, j'irais vers là. Puis là, il y a pas vraiment d'alternative. Tu sais, Mercedes a une version familiale de sa classe C, mais je préfère là, sans hésiter, là. On a Alain qui se demande ce que tu penses du Genesis GV70, véhicule avec lequel je me suis fait voler la plaque la semaine dernière, pour remplacer un anémique. Et là, j'ouvre les guillemets. Volkswagen Tiguan, ferme les guillemets. Volkswagen Tiguan Highline R 2021. L'espace est-il semblable à bord? Je suis ouvert à toute autre suggestion. Un Tiguan versus quoi, excuse-moi? Tiguan tout court. Il possède un Tiguan 2021 Airline, mais il veut le remplacer par un GV70. Oui. C'est sûr qu'on perd en espace, là. Oui, énormément. Mais en termes de conduite dynamique, ah ben non, c'est pas pareil. Beaucoup, là. Mais tu sais, là, c'est parce qu'à un moment donné, si ça répond pas à tes besoins, ça répond pas à tes besoins. Ouais. Le Tiguan, c'est un véhicule familial. Le GV70, c'est un véhicule qu'on se paie pour... T'sais, oui, c'est plus pratique qu'une berline, mais t'as jamais le volume du Tiguan. T'as même pas la moitié du coffre, là. Fait que ça, donc, si on a besoin ça coûte cher en espace. C'est pas une bonne idée. Puis dans ce segment-là, écoute, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui sont vraiment spacieux. Tu sais, par rapport à un Tiguan, là. Oui. Tu sais, c'est bien difficile de trouver. Le Tiguan est très spacieux pour ce qu'il est. Tu sais, c'est un VUS compact, mais c'est le plus gros des compacts, là, avec un Outlander, mettons. Tu sais, je m'allais te dire un GLB, puis encore. Ouais. Ça reste fait petit. Non, c'est ça. Fait que... Non, j'irais... Écoute, c'est tellement pas pareil. Ouais. Tu sais quoi la solution? Moi, j'achèterais un GV70 avec une remorque. Un rack sur le toit? Un rack sur le toit. Bon. Non, mais je dis ça parce que c'est pas mal plus le fun à conduire qu'un Tiguan qui l'est pas du tout. Puis on le comprend de ne pas être friand de son Non, Tiguan. c'est ça. Il semble-t-il qu'on va corriger le mapping de la transmission pour le Tiguan en 2022. J'ai hâte de le conduire, mais... On a été rapide à réagir. Ouais, écoute, parce que c'est ça. Et là, avant qu'on passe à la dernière question... Oui. Quoi? Paul a dit, j'ai un Golf GTI 2022, il roule bien. Comment faire pour faire sauter le moteur? Ah oui. Bon, ben, je voulais revenir là-dessus parce que j'ai eu des échos de la raison véritable sur pourquoi le moteur a sauté. Il semble qu'avant que moi j'ai mis la main sur le véhicule, la voiture a mangé un coup par en dessous, un banc de neige, de la glace, je sais pas quoi. Ce qui aurait fait crochir un circuit du système de climatisation qui est allé s'accoter contre une durite du système de refroidissement, donc une hose de caoutchouc. Ben, j'ai dit une durite en français, puis après ça, j'ai dit une hose pour que les gens comprennent. On a mieux compris. Et voilà. Et avec le frottement, ça a fini par percer la durite et le liquide de refroidissement se vidait par là, mais... Donc, tu avais beau le remplir, ça se vidait. Mais j'ai l'impression que ça se faisait seulement avec une certaine pression, c'est-à-dire que lorsque le moteur virait idle ou au ralenti, probablement que la pression n'était pas la même, que, tu sais, il y a des facteurs qui font... Parce que moi, je l'ai fait tourner le moteur à l'arrêt. À l'arrêt, puis je voyais pas de fuite. Alors, c'est bien difficile de comprendre ce qui se passait. Mais bref, c'est ça. Alors, le moteur s'est vidé de son liquide de refroidissement. L'huile a surchauffé. Ça a fait sauter le gasket de tête ou le joint d'étanchéité de la culasse. Merci. Bon, pour la traduction. Et ça a coûté un moteur.
Mais c'est pas dû à un vice de conception Non. de la voiture, c'est dû à un petit Une incident. malchance, là. Exactement. Voilà. Dernière question. Ouais. On a Eric qui souhaite remplacer son Mazda CX-5 2018 par un véhicule plus compétent pour remorquer 2 motocyclettes sur de longues distances. OK. Il souhaite conserver le véhicule 8 ans en prenant soin. En ce moment, on rachète son CX-5 à très bon montant vu la situation Bien actuelle dans le marché d'occasion, évidemment, et il voulait en profiter. Il hésite entre le Honda Ridgeline Sport ou le Ford Maverick, dont on a parlé un petit peu plus tôt, dans sa version FX4 XLT avec option de remorquage pour atteindre 4000 livres, j'imagine. Ouais. Après calcul, il doit financer le Ridgeline 2 ans supplémentaires par rapport au Maverick, ce qui l'amène à une différence de coût total de 12 000 $ une fois les 2 véhicules payés. Est-ce que l'achat du Maverick est un achat risqué par rapport au Ridgeline? Et pour la différence entre des deux de prix, il pourrait aussi bien se procurer une garantie prolongée pour se protéger. Ben, dites-vous une chose. Tout ce que vous allez dépenser en montant supplémentaire pour le Ridgeline, vous allez le récupérer à la revente. Parce que c'est des véhicules qui conservent une valeur de revente exceptionnelle. Et j'ai peur que le Maverick, dans ses versions les plus chères, je ne veux pas dire que ça va déprécier rapidement, mais ça va certainement déprécier plus en pourcentage qu'un Ridgeline qui est très en demande dans l'occasion, dont la réputation de fiabilité est faite, et je ne veux pas dire surfaite, mais elle est en béton. Oui. Et pour moi, le Maverick est intéressant si tu restes dans le territoire d'une version XL, XLT, pas trop équipée. Bon, tu peux aller aux 2 litres, tu peux prendre... Mais à 30 000, là. Mais tu sais, avec une version Laria, FX4, etc., que tu vas payer 45, 47, 48 000, ben non, va-t'en dans un Ridgeline, sans hésiter 2 secondes. Ça va bien, un Maverick, mais c'est un véhicule d'entrée de gamme. Le Ridgeline t'offre une polyvalence, un comportement, une capacité de remorquage, de chargement qui est beaucoup... C'est pas le même format de véhicule. Donc, c'est pour ça que je dis, le Maverick, oui, mais tant qu'on reste dans le raisonnable. Parce que là, vous arrivez dans un Maverick qui est vendu au prix d'un Ranger. Carrément, là. Ouais. Ce qui fonctionne plus dans ma tête. Parce que, oui, vous allez le 2 litres, le 4 roues motrices, ça va consommer 10 litres au 100, 9 litres et demi au 100. C'est quand même plus économique qu'un Ranger et qu'un Ridgeline, clairement. Mais vous n'avez pas le même genre de véhicule, là. Puis, ça, je suis pas certain que ça va... Tu sais, rendu là, à ce prix-là, on peut même aussi aller regarder un Santa Cruz, tu sais, qui se vend dans les mêmes eaux. Qui est à peu près entre les deux, finalement. Tu sais, c'est ça. Là, on arrive dans un territoire où, tu sais, t'es à la croisée des chemins. Donc, tant qu'à être là, moi, j'irai au Ridgeline. Puis surtout que la valeur de revente est... Tu sais, un Ridgeline, tu peux acheter ça, le rouler 2 ans, puis le revendre presque le même prix, là. C'est pas des farces. Fait qu'un Ridgeline haut la main. Merci, Antoine. La réponse à la question quiz, et je pensais pas que c'était possible, mais la réponse, c'est Roger. Salutations à tous les Rogers. Voilà. Il y en avait un en Floride qui nous écoutait. Oui, exactement. Salutations à Roger, que tu sois en Floride ou... Ça, c'est celui qui se faisait dire, tu veux-tu un 8? T'aimes-tu mieux un 9? Oui, c'était lui, ça. Ou quand il... Oui, c'est ma préférée. Et ça, c'est pour toi. Quand il paye 1 litre d'essence, quand Martin Matt paye 1 litre d'essence en avec sous noir. Des sous noirs, et le dernier sou, il l'offre en pourboire. Tu vois, tu dis durette au lieu de hausse, mais tu dis type au lieu de pourboire. Ouais. Et il donne 1 sou en pourboire à Roger. Moi, je vais prendre une gorgée de mon Perrier pour boire. Pour boire. Et il lui pousse la scène noire sur le comptoir et il dit ça. Et ça, c'est pour toi. Salut tout le monde. Au revoir.